Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Buisson, je travaille chez Xebia, je suis experte en Java, passionnée de craftsmanship, et aujourd'hui je vais vous montrer comment tester vos tests, comment littéralement évaluer l'efficacité et la qualité de vos tests grâce aux tests par mutation et au plugin Pytest. Alors, un bon test, qu'est-ce que c'est? Quand on pose des questions autour de nous, à nos collègues, on obtient tout un tas de critères. Il y en a qui disent que c'est un test qui est facile à maintenir et faire évoluer en même temps que le code. D'autres qui disent qu'il est important qu'il soit rapide, indépendant, unitaire. Mais la définition sur laquelle, le critère d'acceptance principal en fait, sur lequel on tombe tous d'accord, c'est pour dire qu'un bon test, c'est un test qui passe lorsque le programme a le comportement attendu et qui échoue en présence d'une anomalie dans le comportement, plus communément appelée bug. Alors, qu'on soit satisfait ou pas de la qualité de nos tests, on a tendance généralement à être plutôt rassuré quand on voit, quand on développe, qu'ils restent toujours tous verts. Mais est-ce que c'est forcément que ce sont des tests de qualité? Parce que certes, vous pouvez être optimiste et penser que vous avez le meilleur projet du monde, le seul qui ne contient aucun bug, mais généralement, il y a toujours des problèmes qui restent en fait en dehors du scope de vos tests, qui sont incapables de les détecter. Parce que c'est ça, ce qui fait vraiment la valeur d'un test, la raison pour laquelle on écrit nos tests, pour laquelle on les implémente, c'est pour leur capacité à échouer en présence d'une erreur, en fait. C'est vraiment ça ce qui détermine la qualité d'un test, sa capacité à échouer face à un comportement inattendu et à continuer à passer quand tout va bien. Même si c'est vrai qu'il arrive parfois que les tests échouent en présence d'un bug, non pas dans le code, mais dans le test, ce qu'on appelle des faux positifs. Donc, pour avoir ces tests de bonne qualité capables d'échouer, la technique la plus employée, en fait, c'est le TDD. Alors, un petit sondage dans la salle. Qui connaît le TDD? Qui l'utilise régulièrement? Un peu moins, mais c'est moins pire que ma précédente présentation. Donc, pour les autres, TDD, pour Test Driven Development, c'est une méthodologie qui consiste d'abord à écrire un test, s'assurer qu'il échoue, ensuite implémenter juste ce qu'il faut de code pour que le test passe, puis refactorer, répéter, réécrire un test qui échoue, etc. etc., etc. Alors, le TDD n'a pas que des fans, mais c'est l'une des méthodologies qui permet d'avoir des tests vraiment efficaces, de qualité, assez facilement. Mais le problème, c'est qu'il s'agit d'une méthodologie, pas d'une métrique. Une fois que votre code et vos tests sont committés et livrés, il n'y a plus aucune trace en fait que vous avez bien fait du TDD qui reste. En fait, tout s'appuie sur la bonne foi du développeur quand il vous dit qu'il a commencé par écrire les tests. Et de même quand il vous dit qu'il a continué à les écrire tout le long du truc et qu'il a fait l'étape de refactoring. Alors, l'une des vraiment métriques les plus utilisées pour mesurer l'efficacité de nos jeux de tests, c'est ce qu'on appelle la couverture du code par les tests. Alors, pour rappel, le principe, ça consiste à, pour un code donné, un jeu de test donné, noter quelles sont les lignes de code qui vont être exécutées par au moins un test, les afficher en vert, laisser les autres en rouge. Alors, à nouveau, un petit sondage. Qui calcule une couverture de code pour chaque pull request de son projet? Qui lui fait confiance? 2 personnes sur la gauche, pas mal. Alors, effectivement, le problème, c'est que la couverture du code d'un projet, même si on arrivait à 100% de couverture de code, ce qui n'est pas forcément une bonne idée de se baser sur les pourcentages de couverture pour évaluer la qualité de la couverture en question. Donc même si on arrive à 100% de couverture de code, ça ne veut pas dire qu'en fait, nos tests sont de bonne qualité. En fait, non, parce qu'on parle de code juste qui a été exécuté par des tests, pas que le pourcentage de code qui a été exécuté par les tests. Pas que les tests soient vraiment rentrés en profondeur et vraiment vérifier le comportement de ces lignes-là. Non, ils les ont juste exécutés. Alors, parmi ces tests capables qui exécutent le code sans le vérifier, on pense tous, bien évidemment, aux tests sans assert, que tout le monde a connu, etc. En toute franchise, c'est seulement une minorité, c'est rarissime d'en retrouver encore aujourd'hui, c'est vraiment une minorité de la couverture de code qui est assurée par ça. Et généralement, quand on a un test sans assert, on s'en rend compte tout de suite. Le gros de cette couverture du code exécuté mais non vérifié, en fait, c'est assuré par des tests avec des asserts, mais qui sont toujours vrais, pour différentes raisons. C'est très souvent des tests qui ont été faits hors TDD qui génèrent ça. Je pense notamment à la grosse majorité des asserts not nuls quand ils sont tout seuls dans un test.
généralement, ce test-là passera toujours, pratiquement quoi qu'il arrive, en fait. Parce que assert not null, ce n'est pas une manière efficace. C'est une assertion qui est utilisée plus généralement combinée avec d'autres assertions et qui sert juste à éviter qu'en fait, les autres assertions génèrent un null pointer exception plutôt qu'un assert fail classique. C'est plutôt un mauvais usage des asserts, en fait. Mais même ça, même dans un projet avec beaucoup de TDD, où vous vous donnez vraiment la peine d'avoir des tests de qualité efficaces, vous avez quand même le risque d'avoir des pans entiers qui sont exécutés et pas vérifiés, parce que vos tests, même s'ils sont de qualité, ils vont exécuter beaucoup de code, mais ils ne vont se concentrer que sur vérifier une partie du code, en fait, et vont exécuter les autres lignes en coupe-vent pour accéder à la partie du code qu'ils veulent vérifier. Il y a le gros en fait, de votre couverture de code, le gros du pourcentage sur la majorité des projets, c'est assuré en fait, par ces tests-là. En fait. Des tests qui sont de qualité, mais qui masquent le fait qu'il manque d'autres tests à d'autres endroits. Alors, heureusement, pour éviter tout ça, on a ce qu'on appelle les tests par mutation. Alors, une mutation, qu'est-ce que c'est? Ça va être une modification du comportement du code. Un plus que vous en transformez un moins, un égal en différent, un changement dans les conditions, voire carrément un appel à une méthode que vous allez commenter. Comme ça change le comportement normal du programme, on va dire que ça ressemble beaucoup à un bug. Mais la différence, c'est que cette mutation, vous allez maîtriser sa présence. Vous savez savoir qu'elle est là, vous allez savoir exactement sur quelle ligne elle est, exactement ce qu'elle fait. Par opposition avec un bug qui peut être absolument partout dans votre code, voire même nulle part, enfin ne même pas être présent. Et donc, grâce à ça, vous allez vraiment avoir la base pour tester vos tests. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tester un test? Déjà, c'est quoi le principe d'un test? Un test, ça repose sur l'idée que quand on prend un bloc de code à tester, qu'on lui passe en entrée un contexte et des données qu'on maîtrise, et en sortie, on va avoir un certain comportement attendu. Et donc, un test de test, ça va. Pour un test à tester donné, on va lui passer en entrée différentes versions du code du projet, et on va s'attendre à un certain résultat des tests, que le test se comporte d'une certaine manière en sortie. Donc typiquement, notre test à tester, le test de mutation va lui passer une première version du projet non modifiée, du coup qu'on va supposer sans anomalie, sans bug, parfaite, et on va s'attendre que dans ce cas-là, le test passe. Puis ensuite, le test de test va produire une version altérée avec une mutation du projet, va la passer dans le jeu de test et va s'attendre à ce qu'au moins l'un des tests échoue en détectant cette mutation. On dit alors que la mutation a été tuée, mutation killed. Alors, on ne va pas s'amuser à insérer des modifications directement dans le code du projet manuellement. Ça serait trop dangereux. Non. À la place, vous allez juste installer ces 5 lignes de code dans votre pomme. Il y a un équivalent Gradle pour ceux que ça intéresse. Et donc, Pytest va lui-même, en fait, générer dans une copie exécutée au runtime de vos tests et de votre code de votre projet, insérer les mutations, déduire par lui-même quels sont les tests qui seraient intéressants de lancer dans ce cas-là et pas, et en tirer des conclusions. Il va ainsi vous générer le résultat de tout ça sous la forme d'une couverture du code, mais là non plus exécuté, du code asserté. Va vérifier que chaque ligne de code a véritablement un ou plusieurs tests relatifs à elle qui est capable de détecter des modifications et des anomalies sur elle-même. Alors, à chaque fois qu'une ligne de code, à chaque fois que lorsqu'on fait une mutation sur une ligne de code, ça entraîne l'échec d'un test, on va considérer que la ligne est correctement testée et la marquer en verte. À chaque fois, en revanche, que tous les tests continuent à passer malgré la mutation sur une certaine ligne, on va considérer que la ligne est insuffisamment couverte et la marquer en rouge. Alors, je me permets d'insister un petit peu sur ce point parce que c'est un petit peu contre-intuitif. Les tests en rouge, ça fait que la ligne est verte. Les tests en verte, ça fait que la ligne est rouge. Parce que ce qu'on teste, ce n'est pas le résultat du test directement, c'est le résultat du test de test. Et le test de test va s'attendre à un changement du comportement du test en présence d'une mutation. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a cette inversion. Le test à tester échoue, ça veut dire que le test de test réussit, ça veut dire que la ligne est suffisamment couverte et donc a réussi. Le test reste vert malgré la présence d'une mutation, ça veut dire que le test de test échoue, et donc la ligne correspondante sera affichée en rouge. Alors, je vous ai préparé un petit kata.
Alors, très très complexe autour du kata très peu connu de Fizzbuzz. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Fizzbuzz, ça consiste en un nombre qui est un multiple de 3 affiché Fizz, un multiple de 5 affiché Buzz, 3 et 5 Fizzbug ou sinon le numéro. Donc, je vous ai installé Pytest dans le POM de ce projet-là. J'ai déjà implémenté le code et les tests. Donc, j'ai juste à lancer cette ligne de commande-là, Maven install, un Pytest mutation coverage qui va vraiment lancer Pytest. Ça se lance. Et donc, dans le target de mon projet, je vois qu'il y a un répertoire Pit Report qui a été généré, qui va contenir dedans en fait, toute l'analyse de Pytest. Je vais aller dedans. Je vois que j'ai notamment un petit site web qui a été généré. Donc voilà, le rapport de Pytest. On peut circuler dedans. Vous avez le calcul du code coverage classique juste exécuté qui est affiché. Mais juste à côté, vous avez le pourcentage de mutations générées sur le pourcentage de mutations qui ont été détectées par les tests. Donc c'est plutôt le chiffre de droite qui va nous intéresser. Alors, petit aparté, de la même manière que ce n'est pas une bonne idée de se baser sur la qualité d'une couverture de code juste en regardant les pourcentages, ce n'est pas forcément une bonne idée de se baser sur la qualité du code en se basant sur le pourcentage de mutations. Donc on va circuler d'abord dans le package, puis dans la classe, pour voir précisément quelles lignes ont muté, pour vérifier que ce sont les lignes qui nous intéressent, sur lesquelles il y a des mutations, et voilà. Donc voilà à quoi ressemble la couverture de Pytest sur une classe donnée. Les lignes avec des petits chiffres sur le côté, 1, 2, ce sont des lignes sur lesquelles il y a eu des mutations. Quand je passe dessus, je vois précisément quelles mutations ont été mises en place sur quelle ligne. Par exemple, là, je vois qu'il a remplacé l'opérateur modulo par une multiplication. Ça a été détecté. Il a modifié le égal par un différent. Pareil, ça a été détecté. Là, la ligne en dessous, il a commenté la ligne. Et effectivement, le manque d'appel a été détecté. Par contre, là, ces lignes-là, je vois qu'elles sont en rouge. Quand je passe dessus, je me rends compte qu'en fait, les modifications qui ont été appliquées sur ces lignes-là, il y en a l'une d'entre elles qui n'a pas eu d'effet, en fait. Qu'aucun test, qui n'a entraîné l'échec d'aucun test. Donc je clique dessus pour avoir plus de détails. Voilà, j'ai le détail des modifications qui ont été effectuées sur ma classe. J'ai la liste de toutes les mutations qui ont été effectuées aussi dans ce cas présent. Et la liste des tests qui ont tourné sur cette classe. Donc je peux regarder plus en détail dans la classe de mon projet. Je me rends compte qu'effectivement, il y a plusieurs tests qui manquent, qui est typiquement des ignores. Donc je les commente. Et ça va me générer une couverture de test sans ce problème-là. Je vais un peu vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Donc j'ai mis ça en place sur pas mal de projets. Ça fonctionne plutôt bien. On voit clairement, ça détecte typiquement en fait, qu'il manque des tests sur des pans entiers de projets pour lesquels pourtant le code était exécuté par les tests mais n'était pas vraiment vérifié. Notamment des méthodes mathématiques assez complexes, on n'avait que la moitié qui était testée et pas l'autre, ce genre de choses sur une même ligne en fait. Ce genre de cas assez délicat à regarder. Il y a une vraie différence qui émerge entre les projets qui font du TDD et les projets qui n'en font pas. En fait, on se rend assez vite compte que le TDD ça marche, parce que ça permet en fait, Pytest d'une certaine manière, ça permet de faire le principe de TDD mais après coup, donc ça permet de combler ce problème-là. Donc ça m'en est plutôt content. Il y a juste un tout petit inconvénient sur lequel je dois vous prévenir, c'est que Pytest est lent, très lent. Un projet de 20 000 lignes de code autour d'une architecture microservice EQRS event sourcing de base, très bien codé, ça a mis 1 heure pour calculer les tests de mutation dessus. Un vieux CRUD très mal codé, avec 3 classes de 10 000 lignes qui s'héritaient entre elles, un mélange de contrôleurs et de domaines dedans, ça a mis 7 heures pour calculer les mutations dessus. C'est énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de moyens de réduire le scope sur lequel vous lancez les tests de mutation, de manière à arriver à des meilleures performances, en fait. Par exemple, en se centrant exclusivement sur le domaine ou les parties logiques sur lesquelles vous avez vraiment besoin d'être sûr que vous avez de bons tests,
de limiter le scope, de limiter le nombre de mutations, de gérer les timeouts de manière un petit peu plus optimisée, tout ça. Vous avez énormément de configurations possibles. De même, vous pouvez le lancer sur pratiquement tout ce qui tourne sur une JVM. Vous avez des plugins qui customisent pour ignorer certaines règles et pas d'autres. Vous pouvez facilement étendre Bitest et faire pas mal de choses. C'est fini. Ah. Et j'ai été un petit peu courte. C'était pas censé passer... Bon, je suis disponible pour vous pour des questions. Si on me laisse une minute, je vous ai juste prévu... Voilà, si vous voulez juste prendre ça en photo, c'est un résumé de tout ce que vous avez à savoir et avec mon kit d'absolu. Merci à tous.